je propose qu'on démarre ce 44e webinaire du CAREP sur un sujet qui est très peu connu par le grand public, à savoir le rôle politique du développement agricole en Palestine et plus particulièrement dans la vallée du Jourdain. Car en effet, depuis plusieurs années déjà, les politiques de développement agricole menées par l'autorité palestinienne encouragent une agriculture intensive de cultures à haute valeur ajoutée, destinée essentiellement à l'export, telles que les dattes mejdoul, dont la culture a explosé depuis les années 2000. Présentée par les acteurs politiques et économiques comme un développement économiquement rentable et souhaitable pour les Palestiniens, Julie Trottier, qui est notre invitée ce soir, démontre dans ses recherches que ce développement constitue non seulement un désastre écologique, mais aussi un drame politique rendu visible par une vallée du Jourdain qui se vide peu à peu de sa population palestinienne. Julie Trottier est directrice de recherche au CNRS et spécialiste des territoires palestiniens, dans lesquels elle a mené des recherches de terrain entre 2012 et 2018. Elle a dirigé le projet Les Paracommuns de l'eau palestinienne entre 2016 et 2019, financé par l'Agence française de développement. Et actuellement, Julie collabore avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur un projet de gouvernance de l'eau en Palestine. Elle a également un grand nombre de publications à son actif, dont la majorité sont en langue anglaise, comme par exemple The Political Role of Date Palm Trees in the Jordan Valley, qui est un article co-signé avec Nelly Leblond et Yaakov Garb, donc paru en 2020, et un autre qui est Donors and Palestinians Playing with Fire, 25 Years of Water Projects in the West Bank, un autre article aussi en anglais, co-signé avec Anaïs Randier et Jeanne Perrier, paru en 2019. Merci beaucoup à toi, Julie, d'être avec nous ce soir pour parler de la Palestine au travers de la tenure de l'eau et la tenure foncière dans le secteur agricole. Avant de te laisser la parole pour ta présentation, pourrais-tu nous dire rapidement comment tu t'es intéressée aux palmiers dattiers, en particulier dans la vallée du Jourdain? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me recevoir ce soir. Et comment je m'y suis intéressée? En fait, j'avais déjà fait des années de travail de terrain dans la région lors de mon doctorat au siècle passé, dans les années 90. Et ayant pu constater la différence, la transformation agricole entre les années 90 et quand j'y suis retournée pour y mener du terrain long, enfin j'y étais retournée pour des missions courtes, mais là c'était un terrain long à nouveau à partir de 2012. J'ai voulu comprendre ces fronts pionniers parce qu'il s'agit véritablement de fronts pionniers et il y en a de différentes espèces. Et là, en l'occurrence, le front pionnier des palmiers dattiers est entièrement tourné vers l'exportation et a des conséquences politiques très, très, très importantes. Donc, c'est cette transformation que j'ai voulu étudier, comprendre tous les tenants et aboutissants. Voilà. Très bien, merci beaucoup Julie. Je te laisse à présent partager ta présentation et on se retrouve après ton intervention. D'accord. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Vous parlez ce soir des palmiers dattiers aujourd'hui. C'est particulièrement, je dirais presque douloureux, parce qu'on a eu des journées extrêmement tragiques à Jérusalem et à Gaza. Et on a des pertes de vie humaine. C'est de la violence directe à laquelle on fait face. Et ce dont je vais vous parler peut sembler futile à première vue, mais en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais de la slow violence, c'est-à-dire une forme de violence structurelle qui, à terme, fait autant de mal que la violence directe, mais elle passe relativement inaperçue parce qu'elle est lente et elle est structurelle au lieu d'être directe et théâtrale. Et elle est liée, cette forme de violence structurelle est liée à la violence directe qu'on voit aujourd'hui même en train de se dérouler. On peut y revenir dans la session de questions si vous souhaitez. Si je fais bien mon travail d'ici à la fin de cette présentation, je vous aurai convaincu qu'on a une transformation agricole absolument sans précédent dans la vallée du Jourdain, que cette transformation agricole évince la population palestinienne de la vallée du Jourdain, alors qu'il s'agit d'un processus économique largement piloté par des acteurs palestiniens.
mais qu'elle a des conséquences politiques très claires. Notamment, c'est ce qui a permis en janvier 2020 à M. Netanyahou de prétendre vouloir annexer maintenant la vallée du Jourdain, parce qu'une vallée sans ses habitants palestiniens, c'est beaucoup plus aisé à annexer par Israël qu'une vallée peuplée d'habitants palestiniens. Pour comprendre cette transformation, il va falloir qu'on comprenne trois choses. D'une part, comment le rapport à l'eau dans la région, dans cette vallée, a été transformé. C'est-à-dire qu'il va falloir se pencher sur la tenure de l'eau. Il va falloir comprendre comment le rapport à la terre a changé. C'est-à-dire qu'il va falloir se pencher sur la tenure foncière. Alors, la tenure de l'eau ou la tenure foncière, ça fait référence aux relations entre les êtres humains concernant l'eau ou concernant la terre. Donc, les règles que les êtres humains ont entre eux pour gérer leurs interactions avec la ressource. Et troisièmement, il va falloir comprendre les efforts de développement. Et ces efforts de développement sont bien intentionnés par les acteurs qui les mettent en avant, mais il faut se poser la question, pour qui est-ce que ce développement est utile et pourquoi? Et on va voir qu'il y a une envers de la médaille. Il y a certes un développement économique, mais on a un envers de la médaille assez considérable. Alors, un petit récapitulatif pour ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet. Les accords d'Oslo ont procédé à un partage de l'eau quantitatif. Donc, en Cisjordanie, vous voyez la carte de la Cisjordanie à droite de l'écran, vous avez 3 grands aquifères. La ligne bleue que vous voyez ici, c'est une ligne de crête qui court du nord au sud en Cisjordanie et qui partage grosso modo 3 aquifères. L'aquifère de l'ouest qui ruisselle vers la mer Méditerranée, l'aquifère de l'est qui ruisselle vers la mer Morte et l'aquifère du nord qui ruisselle vers Israël. Et le partage qui a été réalisé à Oslo, c'était un partage quantitatif. On a traité l'eau comme s'il s'agissait d'un gâteau et qu'on allait diviser des parts, certes inégales, on le voit tout de suite, hein, quand on voit les millions de mètres cubes attribués à une partie et attribuée à l'autre, hein, mais comme si en partageant le gâteau dans une certaine proportion, on allait pouvoir accommoder tout le monde. Moi, je vous invite à ne pas regarder l'eau comme un stock, mais considérer l'eau comme un flux, parce que l'eau coule, et considérer que l'eau a une trajectoire. Et penser à la trajectoire de l'eau et quel est son parcours entre les mains de quelles institutions est-ce que l'eau coule avant de quitter le système, soit en s'évaporant, soit en étant transpirée par un animal ou une plante, soit en rejoignant la mer. Ce sont les 3 seules manières pour l'eau de quitter le système. Si vous en découvrez une 4e, il faut m'écrire tout de suite et ensemble, nous aurons le prix Nobel. Donc, penchons-nous maintenant sur la vallée du Jourdain que vous voyez encerclée par cette ellipse rouge à l'écran. Donc, c'est le flanc est de la Cisjordanie qui a connu une histoire sociale, une évolution sociologique très différente de l'ouest, de la Cisjordanie, du flanc ouest. Donc, sur le flanc ouest, on a essentiellement une agriculture de propriétaires exploitants ou de gens qui louent la terre en échange d'un contrat contre argent sonnant et trébuchant. Du côté est, dans la vallée du Jourdain, on a une prédominance, jusque récemment, du métayage. Qu'est-ce que c'est le métayage? Ça signifie que quelqu'un qui ne possède pas la terre va recevoir le droit d'utiliser la terre et les droits d'eau afférents en échange de donner une partie de la récolte aux propriétaires de la terre. Alors, ce métayer, dans la vallée du Jourdain, en général, avait des accords nos-nos avec le propriétaire. Donc, ça veut dire qu'il donnait la moitié du revenu de la récolte au propriétaire. Et en échange, il pouvait vivre sur la terre, il pouvait la cultiver à sa guise et il avait les droits d'eau afférents à la terre. Donc, il avait sécurité alimentaire parce qu'il pouvait produire de quoi se nourrir, sécurité d'habitation et sécurité d'emploi. C'était l'essentiel de l'agriculture dans la vallée du Jourdain, procédait comme ça. Alors maintenant, d'où venait l'eau jusque récemment pour l'agriculture dans le Jourdain? Eh bien, c'était des sources qu'on utilisait. Ici, vous voyez la source du village d'El Oja et j'espère que cette photo va vous convaincre qu'on ne peut pas cultiver dans la vallée du Jourdain à moins d'irriguer. C'est vraiment nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on se partageait l'eau? Eh bien, dans le cas de la source d'El Oja, depuis le 19e
19e siècle, dans le cas de la source Angjuk à Jéricho depuis plusieurs siècles, si pas plusieurs millénaires. On avait acheminé l'eau au travers d'un réseau de canaux en gravitaire. Donc, vous auriez la source à gauche de l'écran. Eh bien, un canal a été creusé et empierré. Et puis, on a ce qu'on appelle un chevelu d'irrigation, c'est-à-dire une série de bifurcations de canaux qui vont emmener l'eau jusqu'aux terres irriguées. Parce que, comme vous avez vu, là où la source émerge, c'est vraiment une vallée escarpée. On préfère cultiver dans la plaine. Alors, les petites taches bleues que vous voyez à l'écran, comme celle-ci, ce sont des bassins, des petits bassins que les agriculteurs ont aménagés, ont construits en pierre pour y entreposer leurs heures d'eau, parce que le débit de la source, le flux d'eau de la source va être partagé en termes de tours d'eau. Donc, certains auront un quart d'heure d'eau, d'autres 1 heure d'eau, d'autres 24 heures d'eau. Donc, il y a des riches en eau, il y a des pauvres en eau. Le fait que ce soit un régime de propriété communautaire ne signifie pas que tout le monde est égal ou a autant accès à l'eau, mais ça signifie que c'est un système qui a été élaboré de manière endogène, c'est un système de droit local qui est très bien enraciné, très bien respecté par la population locale, qui est considéré comme légitime. Donc, c'est une situation où on dirait qu'on a un capital social très élevé parce qu'on s'est donné des règles pour accéder à la ressource, pour gérer ses interactions par rapport à la ressource, et on se tient à ces règles-là. Donc, cette source d'Eloja irrigue les terres que vous voyez ici. Donc, ce sont les terres qui sont dans la vallée plate. Comme vous voyez, les habitations sont à gauche et la source se situerait à peu près ici. Et les terres irriguées sont dans la plaine. Comme vous voyez, Eloja est cerné au nord par une colonie, au sud par une colonie. Vous allez voir quand je vais vous montrer les parcelles de palmiers dattiers, qu'on a une agriculture des colons imbriquée dans l'agriculture des Palestiniens. Alors, quand on regarde, c'est encore la même carte, mais là, je vous ai mis les parcelles qui sont irriguées. En jaune, vous voyez les parcelles qui sont irriguées uniquement à partir de la source. En orange, des parcelles qui sont irriguées par la source et par des puits, un mélange des deux. Et en vert, par des puits seulement. Alors, pourquoi des puits? Ça, c'est plutôt récent. On s'est mis à forer des puits alors que l'aquifère ici est très salé. Donc, l'eau de la source est de très bonne qualité, mais l'aquifère est très salé. Eh bien, parce que depuis 2010, essentiellement parce que depuis 2009-2010, la source est devenue très imprévisible. Elle a tari carrément. En 2011, elle n'a coulé que 16 jours. Ça a été une catastrophe localement. On cultivait beaucoup de bananiers et les bananiers sont morts parce qu'ils n'ont pas pu soutenir de ne pas être irrigués pendant aussi longtemps. Et donc, ce que les agriculteurs ont essayé de faire pour se débrouiller, c'est de recourir à un mélange d'eau et de puits. Donc ici, vous voyez une habitation de métayers sur la terre. Sur une terre qu'ils cultivent, eux vous diront que ce n'est pas leur maison, c'est un abri. Ils n'y vivent que 10, 11 mois par année. En fait, ils habitent à Toubas. Mais c'est quand même là où ils habitent l'essentiel de l'année. Bon, ils ont l'électricité, comme vous voyez, ils ont la climatisation. Ils ont l'eau courante parce qu'ils se sont branchés sur le réseau d'irrigation. Mais je crois qu'on sera tous d'accord qu'ils n'ont pas de compte en banque en Suisse. C'est la catégorie sociale qui est probablement la plus vulnérable dans la société palestinienne. Ils n'ont pas de titre de propriété à la terre, ils ont des accords avec les propriétaires pour exploiter la terre en ayant les droits d'eau liés à cette terre. Alors, pourquoi est-ce que la source s'est tarie? Voici le suspect numéro 1. C'est un puits qui a été foré par l'autorité palestinienne grâce à l'argent de la coopération allemande et qui alimente en eau Ramallah. Alors, comment est-ce que ce puits qui est situé à Ain Samia, qui est à vol d'oiseau au moins une dizaine de kilomètres de la source, comment est-ce que ce puits peut interférer avec la source? Eh bien, ici, vous avez une coupe du terrain et vous voyez le puits que je viens de vous montrer en photo, il est situé ici. Et le compte de dépression qu'il induit sous terre peut interférer avec la recharge donc, de la source Eloja. Ceci dit, vous avez aussi des puits israéliens qui sont situés pas loin de la source Ain-Oja, qui, du point de vue des hydrologues, pourraient aussi interférer. En fait, si vous faites les modèles hydrologiques, vous ne pouvez pas trancher si c'est le puits d'Ain Samia ou les puits israéliens pas loin d'Eloja qui interfèrent avec la recharge de la source.
À El Oja, tous les habitants sont convaincus que c'est le puits d'Ain Samia qui est responsable du tarissement de leur source, parce que quand sa pompe est tombée en panne, eh bien la source a rejailli. Mais d'un point de vue de modèle hydrologique, on ne peut pas trancher. Toujours est-il que cette source, le tarissement de ces sources est un véritable problème. Alors, comment est-ce que les agriculteurs réagissent? Eh bien, ils sont passés au maraîchage. Ils n'ont plus de bananiers. Ils sont passés au maraîchage et ils utilisent donc ces puits dont je vous ai parlé qui sont électrifiés. Donc, la pompe fonctionne grâce à l'électricité et on peut y revenir à la session de questions, mais à Eloja, on ne paie pas pour son électricité, donc c'est de l'eau gratuite. Et voici le genre de petits bassins qu'ils ont construits de longue date. Et ici, ils vont mêler l'eau salée et l'eau de la source. Et comme ils ont une bonne expérience, ils arrivent à un taux de salinité qui est quand même supporté par leur récolte, par leurs assolements. Et voici ce à quoi ressemble le bassin quand il est vide. Alors, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Et pourquoi est-ce que le palmier dattier vient bouleverser tout ça? Eh bien, le palmier dattier, comme vous le voyez, il est irrigué en goutte à goutte, n'est-ce pas? C'est le tuyau noir qui s'enroule au pied de ce palmier dattier qui est palestinien. Et c'est un tuyau d'irrigation en goutte à goutte. Dans ce tuyau, vous aurez des goutteurs qui vont livrer l'eau juste au pied du palmier dattier. Donc, c'est considéré comme une très, très bonne méthode d'irrigation, très efficace, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne gaspille pas l'eau. Et le palmier dattier est considéré comme un très bon assolement parce qu'il va transpirer, évapotranspirer un tiers seulement de l'eau qu'évapotranspirerait un bananier. Donc, le discours dominant, c'est de vous dire, eh bien, le palmier dattier va consommer un tiers de l'eau de ce que consommait un bananier. Donc, ça permettra d'épargner de l'eau qui pourrait être utilisée par ailleurs, soit pour de l'eau domestique, soit pour autre chose. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça ne va pas se passer pour une série de raisons. Donc, les palmiers dattiers ont commencé vraiment à faire un raz-de-marée dans la vallée du Jourdain, initialement introduit par les colons israéliens. Ici, vous avez en abscisse le temps, donc entre 1999 et 2016, vous voyez qu'on a eu 524 hectares de palmiers dattiers plantés par les colons en 1999, qui sont devenus 2560 hectares en 2016. Et depuis 2016, ça n'a fait que s'accélérer. Simplement, nos examens des cartes se sont arrêtés en 2016. Parce que ça, c'est une quantification extrêmement précise. L'essor des palmiers dattiers palestiniens, lui, va vraiment démarrer vers 2006, soit à la fin de la deuxième intifada, et accélère encore plus vite que l'essor des palmiers dattiers israéliens. Donc en 2016, on était déjà à 1584 hectares de palmiers dattiers palestiniens dans la vallée du Jourdain, alors qu'on n'en avait que 25 en 1999. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'eau? Cette carte-ci, donc vous voyez en médaillon ici, vous voyez la zone rouge qui est dans le médaillon, c'est la zone qui est représentée par les deux cartes que vous voyez à droite. C'est tiré d'une carte que vous pouvez trouver sur le site web du ministère de l'eau, de l'autorité de l'eau israélienne. Simplement sur leur carte, vous verrez tous ces points bleus sur une seule carte. Alors pourquoi les avons-nous séparés? Parce qu'à gauche, vous avez les réservoirs utilisés par les colons. À droite, vous avez les réservoirs utilisés par les Palestiniens. Et ils sont différents de plusieurs manières. À gauche, ce sont d'énormes réservoirs. Vous voyez en bas le type de réservoir que c'est. Le réservoir de Tirza peut contenir 2 à 4 millions de mètres cubes d'eau. Il se situe ici dans le nord. Et ils sont entièrement alimentés par des eaux usées. Alors d'ailleurs, si vous examinez bien les photos de ces réservoirs dans les médaillons en bas, vous reconnaîtrez que ce n'est pas un réservoir, c'est une station d'épuration. Donc, ils récoltent des eaux usées qui viennent de Malé Adoumim. Vous voyez ici, c'est la vallée du Cédron, qui achemine des eaux usées non traitées de Malé Adoumim, région de Bethléem, Jérusalem-Est. Normalement, ce wadi devrait être à sec. Il a maintenant une fausse rivière pérenne qui est en fait une rivière d'eau usée, tout simplement, et qui sont acheminées jusqu'à ces stations d'épuration, traitées assez sommairement et puis distribuées sous forme d'irrigation aux palmiers dattiers. À droite, palmiers dattiers israéliens, cultivés par les colons.
À droite, là, vous avez les réservoirs utilisés par les Palestiniens. Et comme vous voyez dans le médaillon plus bas, ils sont beaucoup, beaucoup plus petits. C'est du 40 mètres par 40 mètres. Vous avez déjà vu les photos, vous les avez déjà vus en photo plus tôt dans cette présentation. Et ces réservoirs-là sont alimentés par des sources d'eau fraîche de très bonne qualité et par des puits qui ont de l'eau plutôt salée, pas par de l'eau usée. Alors, c'est quand même complètement différent et comme source et comme utilisation et comme assolement, parce que l'essentiel de cette eau va être utilisé pour du maraîchage et maintenant, de plus en plus, évidemment, pour des palmiers dattiers, puisque vous avez vu l'essor du palmier dattier. Alors, géographiquement, qu'est-ce que ça nous donne? En 1999, voici en orange les parcelles de palmiers dattiers qui étaient cultivées par les colons et en rose les rares parcelles cultivées par les Palestiniens. Puis ici, vous avez la carte de 2006, 2011, 2014 et puis 2016. Vous voyez que ça a augmenté énormément en superficie. Alors, il convient de noter plusieurs choses ici. Vous voyez que les parcelles de palmiers dattiers israéliens et palestiniens elles sont relativement emboîtées les unes dans les autres, comme particulièrement dans le nord, ici autour de Jiftlik. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que vous avez cette ligne pointillée ici qui délimite la zone d'exclusion militaire. À l'est de cette ligne, aucun Palestinien ne peut pénétrer, même s'il possède la terre à l'est de cette ligne. Donc, toutes ces parcelles que vous voyez en orange à l'est de cette ligne, ce sont des parcelles qui vont être cultivées par des ouvriers thaïlandais, alors que les parcelles oranges qui sont à l'ouest de cette ligne sont généralement cultivées par des ouvriers palestiniens. Mais les palmiers dattiers requièrent très peu de travail. L'essentiel du travail, c'est entre la mi-août et la mi-octobre, 2 mois de travail, c'est pour récolter les dattes. Et donc, c'est du travail saisonnier. C'est du travail qui ne peut pas occuper quelqu'un à l'année longue. Donc, vous commencez à comprendre maintenant le mécanisme. On avait auparavant des métayers qui vivaient à l'année longue, qui faisaient du maraîchage et des bananes à l'année longue. Maintenant, on remplace par une culture qui ne requiert que 2 mois de travail sur l'année. Donc, vous commencez à comprendre le genre de mécanisme auquel on est confronté. Et une autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la parcelle, si vous voyez, est-ce qu'on voit ma flèche, Isabelle? Oui, on voit ta flèche. Alors ici, vous voyez cette parcelle qui est nouvelle dans la carte de 2016, qui est située juste à côté d'une colonie. Donc c'est une parcelle qui a été louée grâce à un prêt d'une banque de développement à une agribusiness palestinienne. Et c'est une grande parcelle, 600 dönums. Et elle est située juste à 50 mètres du réservoir que je vous montrais un peu plus tôt, réservoir israélien contrôlé par Mekorot, absolument énorme. Alors évidemment, pour une agribusiness pour qui le plus grand risque, c'est l'accès à l'eau, dans son plan d'affaires, dans son business plan, se connecter à ce réservoir, c'est très tentant. Un tuyau de 50 mètres, ce serait l'option économiquement la plus rentable pour assurer son approvisionnement en eau. Donc, à quoi ça ressemble ces grands réservoirs israéliens? Vous en avez un ici. Alors, vous voyez les petits bâtiments là? C'est parce que c'est en fait une station d'épuration. C'est un des réservoirs que je vous avais montré sur la carte là, qui contient des centaines de milliers de mètres cubes d'eau usée. En voici un deuxième pour vous entraîner à les voir quand vous irez dans la région. Vous voyez ici, là, à l'horizon, en voilà un autre. Hein. Et en voilà un troisième que vous avez pu reconnaître instantanément parce que vous êtes devenu spécialiste maintenant, n'est-ce pas? Et voici des palmiers dattiers israéliens de la colonie de Kalia qui sont donc cultivés par des ouvriers palestiniens, mais très très peu d'ouvriers à l'année longue, seulement beaucoup d'ouvriers 2 mois par année. Et voici maintenant une pépinière d'une agrobusiness palestinienne. Donc, si vous croyez que l'arrivée des palmiers dattiers, l'essor des palmiers dattiers est terminé, détrompez-vous, c'est seulement une partie de la pépinière. Donc, c'est en plein essor. Et voici une agrobusiness palestinienne en février. Alors, qu'est-ce que ces ouvriers sont en train de faire? Ils sont en train d'asperger des palmiers dattiers pour empêcher la moisissure sur les fleurs. Donc, c'est un produit chimique qu'on mélange avec de l'eau et puis on asperge les fleurs. Alors déjà, on se dit, attention,
les palmiers dattiers étaient supposés consommer beaucoup moins d'eau que les bananiers parce qu'ils évapotranspirent seulement un tiers de ce que les bananiers évapotranspirent. Oui, mais il n'y a pas que l'eau qu'ils évapotranspirent qu'ils vont consommer. Elle est aussi consommée. Et quand on prend tous les apports d'eau nécessaires, on arrive à 50% en plus d'eau comparée à l'évapotranspiration. Donc, l'économie en eau qu'on est supposé faire avec les palmiers dattiers est beaucoup moins intéressante que ce qu'on croyait initialement. Ce n'est pas un tiers de ce qu'un bananier consomme, c'est la moitié de ce qu'un bananier consomme. Et puis, quand vous cultivez en goutte à goutte, vous amenez de l'eau douce dans le sol, mais toute eau douce contient un peu de sel. Comme il ne pleut presque pas dans la vallée du Jourdain, cette eau, quand elle s'évapore, elle laisse du sel derrière elle. Et ce que vous voyez, les taches blanches que vous voyez ici, c'est du sel. Donc, on est en train de saliniser la terre. C'est un problème qui peut être résolu si vous lessivez le sol. Mais si vous lessivez le sol, il faut utiliser beaucoup d'eau. Et justement, on fait du palmier dattier parce qu'on veut être efficace en termes d'eau. Donc, si on discute de ce problème avec une agrobusiness, ils vont reconnaître, oui, c'est effectivement un problème, mais ils vont dire, c'est le problème du ministère de l'Environnement, ce n'est pas notre problème, parce que nous louons la terre. Donc, les propriétaires de la terre vont la louer pour 50 ans à l'agribusiness et ce problème de stérilisation de cette terre qui devient stérile, c'est un problème à long terme. Entre-temps, l'agrobusiness ira louer d'autres terres ailleurs pour cultiver. Et ça, c'est un problème qu'on voit ailleurs. On voit ce même problème en Égypte, on voit ce même problème ailleurs. Quand vous avez une agrobusiness qui loue sur 50 ans, la stérilisation du sol qui se fait sur un temps plus long, alors n'est pas un problème pour le business plan de l'agrobusiness. C'est par contre un problème pour le pays, évidemment. Et les métayers que je vous montrais, d'accord, n'étaient pas des propriétaires de la terre, mais eux, ils espéraient, ils vivaient là parfois 40 ans, et puis après, c'est leurs enfants qui reprenaient la tenure de la terre. Donc, pour eux, qu'un sol devienne stérile, ça c'est une tragédie. Ils allaient l'empêcher, évidemment, ce qui explique leurs pratiques agricoles. Donc, quand on dit que leurs pratiques ne sont pas efficientes, il faut se poser la question de quelle échelle de temps, sur quelle échelle de temps on parle quand on dit qu'elles ne sont pas efficientes. Alors, du coup, comme ces agrobusiness, ont besoin d'eau, parce qu'elles ont planté beaucoup plus de palmiers dattiers maintenant que ce qu'il y avait de bananiers autrefois, elles ont besoin d'eau supplémentaire. Elles voient le modèle israélien et elles aimeraient bien faire la même chose. Donc, la réutilisation des eaux usées dans l'agriculture, on appelle ça de la reuse communément. Et on a maintenant des projets qui sont soumis, des projets de développement qui sont soumis pour acheminer de l'eau, par exemple, depuis El Biré jusqu'à El Oja, des eaux usées traitées qu'on acheminerait depuis El Biré, c'est ce qui récolte toute l'eau usée de Ramallah. On a là une station d'épuration et ça pourrait permettre beaucoup d'irrigation. Donc, l'idée, ça serait de reproduire le modèle israélien, mais pour les Palestiniens. Pourquoi est-ce que c'est un modèle viable à terme? Parce que là, ça ici, c'est un réservoir utilisé par une agrobusiness palestinienne. Ces agrobusiness dans la vallée du Jourdain dépensent déjà 2 fois plus pour leur eau que pour leur main-d'œuvre. Donc, pour eux, l'accès à l'eau, c'est le problème numéro 1 pour la sécurité de leur entreprise et pour l'expansion économique de l'entreprise. Et l'eau usée traitée, c'est la seule source d'eau qui va croître à l'avenir parce qu'Israël a fait un choix de dessalement massif d'eau de mer. On a maintenant 5 usines de dessalement d'eau de mer qui fonctionnent le long de la côte israélienne. 90% de l'eau qui est consommée, l'eau domestique en Israël, c'est de l'eau qui provient déjà du dessalement d'eau de mer. Et donc, plus la population va augmenter, plus il y aura d'eau dessalée qui va être consommée en eau domestique et donc plus vous aurez des eaux usées. Et alors qu'avec le changement climatique, tous les modèles s'accordent pour dire qu'on va avoir une baisse de la pluviométrie. Donc, si vous voulez une source d'eau qui va augmenter, vous vous tournez vers les eaux usées, puisque les projections démographiques, et pour les Palestiniens et pour les Israéliens, c'est une augmentation pour les prochaines années. Et on a, entre guillemets, avec un socio-technical fix, comme ils disent en anglais, on a soi-disant résolu le problème. On peut y revenir à la séance des questions parce qu'en fait, ce n'est pas du tout une résolution du problème, une solution pour le problème.
Et donc, se tourner vers les eaux usées traitées, c'est considéré pour l'instant comme la seule solution évidente. Alors, évidemment, solution évidente, mais à court terme, parce que vous n'aurez, dans ces plans, on n'inclut pas l'eau pour dessaler le sol. Alors, ici, vous avez aussi un nouveau phénomène avec l'implantation des palmiers dattiers, c'est qu'on va clôturer les lopins. Pourquoi? Parce que vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, à l'arrière-plan, vous avez des tentes de bédouins. Donc, vous aurez des moutons, des ânes qui risquent de venir endommager les palmiers. Et donc, en logique d'une compagnie, on veut minimiser les pertes, maximiser les profits. Donc, on clôture pour empêcher les bêtes des voisins de venir endommager les palmiers dattiers. Et en même temps, on va brûler les mauvaises herbes pour ne pas qu'elles consomment l'eau, parce que c'est considéré comme une utilisation d'eau qui constituerait un gaspillage s'il y a des mauvaises herbes. Mais attention, qu'est-ce qu'on a là-bas comme mauvaise herbe? La mauvaise herbe principale, c'est de la robézée. En français, c'est de la mauve. Alors, la robézée, c'est la sécurité alimentaire des pauvres là-bas. Parce que si vous n'avez rien à donner à manger à vos enfants, vous pouvez toujours demander à un agriculteur la permission de venir cueillir la robézée dans son champ. Il vous dira toujours oui. Enfin, un agriculteur ordinaire, pas une agrobusiness de palmiers dattiers. Pourquoi? Parce que de un, vous lui offrez de l'aide, vous allez désherber son champ, donc c'est bien pour lui. Deuxièmement, il n'a pas le droit de vous dire non, parce que ce n'est pas lui qui a fait pousser la robézée, c'est Dieu qui l'a fait pousser, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le droit de toucher à ses tomates, parce que ça, c'est lui qui les a plantées, c'est son travail, c'est le fruit de son travail, mais la robézée n'est pas le fruit de son travail. Et donc, et la robézée, c'est extrêmement nourrissant. Les nutritionnistes vous diront que c'est plus nourrissant que du steak. Donc, c'est non seulement bon à manger, mais c'est une forme de nutrition. Donc, ces dattes medjool qu'on cultive, ce sont des dattes destinées à l'exportation. Pourquoi? Parce que le prix est très, très bon. C'est des dattes très charnues et le prix est quasi inélastique. Vous pouvez tripler votre production, le prix ne varie pas parce qu'il y a très peu d'endroits au monde où vous pouvez les produire. Vous avez besoin d'un climat extrêmement sec et extrêmement chaud. Donc, on peut les produire au Maroc, en Californie, dans la vallée du Jourdain et, à ma connaissance, nulle part ailleurs. Donc, les dattes medjool, par exemple, ce ne sont pas les mêmes dattes que vous avez à Gaza. Gaza, c'est trop humide. On ne peut pas produire des dattes medjool à Gaza, seulement dans la vallée du Jourdain, pour les territoires palestiniens. Donc, les palmiers dattiers fournissent certes de l'alimentation, mais de l'alimentation pour l'étranger. Et cette forme de production alimentaire limite la sécurité alimentaire locale, particulièrement pour les gens les plus vulnérables. Donc, tous les mécanismes que je vous décris depuis le début vous montrent à empiler les uns sur les autres cette slow violence, comme on dit en anglais, cette violence structurelle qui commence à se déployer. Parce que certes, vous allez créer des emplois avec l'agriculture des palmiers dattiers, des emplois 2 mois par année, des emplois saisonniers et beaucoup, beaucoup moins d'emplois par hectare que vous n'aviez lorsque vous faisiez du maraîchage ou des bananiers. Avec un dunum, donc c'est 1/10 d'hectare, un dunum de bananier, les agriculteurs gardaient 2 enfants à l'université. Ce n'est pas du tout le cas si vous êtes un travailleur saisonnier qui travaillait dans les palmiers dattiers. Par ailleurs, il faut voir ce rapport au gaspillage, entre guillemets, de l'eau. Ici, c'est une fuite qui est dans la vallée du Jourdain et l'agriculteur qui est palestinien ne la colmate pas, non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il sait que cette fuite fait pousser de la robézée. Et il sait qu'il y a plusieurs familles dans le village qui se nourrissent grâce à ça. Et il ne colmate pas sa fuite parce qu'il préfère la paix sociale dans le village en n'ayant pas des gens qui aient faim. Et donc, ça permet de conserver la sécurité alimentaire locale. Alors, grosso modo, on a voulu quantifier l'impact que ça a eu sur la population. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a donc toutes ces parcelles de palmiers dattiers que je vous ai montrées. On est allé voir qu'est-ce qui existait avant que ça devienne du palmier dattier. Ici, vous voyez en jaune, c'est les parcelles qui étaient des terres non cultivées en 99. En vert clair, des terres qui étaient cultivées, mais pour autre chose.
En bleu, des terres qui étaient cultivées avec des serres et en vert foncé, des terres qui étaient déjà en palmier dattier en 99. Qu'est-ce que ça donne quand on compte le nombre d'hectares? On voit qu'il y avait 775 hectares qui étaient cultivés en 99, qui ont été remplacés par des palmiers dattiers palestiniens. Donc, si vous calculez le nombre d'emplois fournis par les palmiers dattiers, le nombre d'emplois qui étaient possibles lorsque c'était des métayers qui étaient là, vous pouvez rapidement calculer que vous avez plus que 7000 membres de familles de métayers qui ont été évincés par les palmiers dattiers. Alors, quand vous considérez qu'on a une population totale de 54 000 Palestiniens dans la vallée du Jourdain et que ce chiffre-là, c'est seulement pour 2016, que ce mécanisme-là s'est poursuivi depuis 2016 en s'accélérant, ça fait une proportion non négligeable de la population palestinienne qui se retrouve évincée de la vallée du Jourdain par les palmiers dattiers. Donc, on a un phénomène similaire à ce qui s'est passé en Écosse au 18e, 19e siècle. On a eu le Valley Clearance, où les métayers, justement, ont été évincés, eux, par les moutons. Donc, c'est un processus économique qui n'est pas voulu pour évincer une population, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut le situer plus globalement maintenant dans le cadre politique? Eh bien, vous avez une série d'acteurs, l'autorité palestinienne, les bailleurs de fonds, les banques de développement, les agrobusiness palestiniennes elles-mêmes, qui œuvrent à une solution à deux États, avec un État palestinien viable. C'est la raison pour laquelle on a ces efforts de développement pour essayer de développer l'économie palestinienne, n'est-ce pas? Vous avez simultanément des acteurs comme Israël et les agribusiness des colons, mais aussi des agribusiness palestiniennes qui, Israël, on ne s'en cache pas, œuvrent pour une solution à un État, puisque M. Netanyahou a dit ouvertement en janvier 2020 qu'il voulait annexer la vallée du Jourdain. Et pourquoi est-ce qu'ici je mets les agribusiness palestiniennes dans une intersection entre ces deux groupes d'acteurs? C'est parce que si elles pouvaient se connecter sur les réservoirs d'eau usée israéliens, leur problème serait réglé. Donc, leur problème serait réglé si on avait une solution à un État. Ça les met dans une situation assez difficile, n'est-ce pas? Parce qu'elles font ce qu'une entreprise est supposée faire, elles se développent, mais les conditions les meilleures pour qu'elles se développent, ça serait une solution à un État et une annexion par Israël. Alors, les agriculteurs palestiniens, eux, forment le dernier groupe. Ils se reposent sur des modes de gestion de l'eau que je vous ai décrits brièvement, qui ne sont pas prévus par la loi de l'eau palestinienne. Donc, ils vivent dans un pluralisme juridique complet. Donc, eux peuvent continuer à exister tant qu'il n'y a pas de solution à ce conflit. Parce que ce soit une solution à un État ou une solution à deux États, ça serait pour eux, en fait, la fin du pluralisme juridique. Et donc, ça compromettrait carrément la poursuite de leur agriculture. Donc, eux se retrouvent un groupe à part, finalement. Et le plan Kerry avait prévu $1 milliard pour ce qu'il appelait les Successful Farmers. Qui étaient les Successful Farmers pour M. Kerry? C'était justement les agriculteurs capables d'exporter des produits de haute valeur ajoutée, qui étaient capables d'agréger de grandes surfaces. Donc, les agribusiness de palmiers dattiers, très clairement, reçoivent la mention de Successful Farmer d'après le plan Kerry. Ensuite, on a eu le plan Kouchner, n'est-ce pas? Alors, que prévoyait le plan Kouchner? Toutes ces informations ici, je les ai tirées du site web de la Maison-Blanche à l'époque où M. Trump était le président. Alors, le plan Kouchner prévoyait 8% de son budget pour l'eau et 3% pour l'agriculture. Et quand on regarde ce qui était prévu pour l'agriculture, c'est palmier dattier, palmier dattier, palmier dattier. Là, c'est l'agriculture palestinienne dont on parle. Et on prévoyait la somme la plus importante pour compléter l'infrastructure de traitement des eaux usées et les raccordements critiques. Alors, c'est bientôt le bac de philosophie. Moi, ce que je voudrais donner comme question au bac de philo, c'est qu'est-ce qu'un raccordement critique dans ce contexte? Discuter, parce que c'est assez clair pour moi que le raccordement critique, c'est avec le réseau israélien, dans le cadre d'une solution à un État. Et alors là, M. Kouchner, M. Trump ne s'était pas privé pour dire le fond de leur pensée, d'ailleurs. Alors, avant de vous quitter, quand même, un petit regard sur
la politique d'eau usée de longue date qu'Israël mène par rapport aux Palestiniens. Vous avez ici en bleu des stations de traitement, donc des stations d'épuration qu'Israël a construites à l'intérieur d'Israël, hein, en dehors de la Cisjordanie, pour traiter les eaux usées qui arrivent de Cisjordanie, parce que c'est une ligne de crête. Hein, la Cisjordanie est en altitude par rapport à Israël, donc l'eau, elle coule vers le bas. Je vous ai dit, arrêtez de regarder l'eau comme un stock, regardez-la comme un flux. Et Israël a construit ces stations d'épuration, donc les frais d'infrastructure et les frais récurrents, entièrement avec l'argent de l'autorité palestinienne, parce que c'est Israël qui, d'après les accords de Paris, prélève les droits d'importation sur les produits importés en Cisjordanie et après les rend à l'autorité palestinienne après avoir déduit les factures que lui doivent l'autorité palestinienne. Et comme Israël demandait que l'autorité palestinienne traite les eaux usées et que l'autorité palestinienne ne le faisait pas, alors ils disent on a été obligé de le faire, donc vous devez payer. Voilà. Et donc ils déduisent cette facture-là. Et qu'est-ce que l'autorité palestinienne fait? Mais elle répète ce modèle-là, finalement, de construire des stations d'épuration qu'on voit ici avec des projets de réutilisation de l'eau usée. Et quand on regarde la stratégie de l'eau palestinienne, on voit que cette eau usée est supposée être acheminée massivement dans la vallée du Jourdain pour poursuivre cette expansion des palmiers dattiers qui évincent déjà une bonne partie de la population et qui vont continuer à évincer une bonne partie de la population. Du coup, c'est une forme de violence structurelle. Et la violence directe qui fait rage là depuis plusieurs jours, qui est terrible, qui est une tragédie qu'on voit depuis plusieurs jours, elle est toujours l'objet de l'attention journalistique, mais les mécanismes de violence structurelle sont beaucoup plus anonymes, ils sont beaucoup plus lents, ils sont beaucoup plus difficiles à comprendre, mais ils sont peut-être encore plus puissants à long terme et définitivement liés avec la violence directe qu'on voit aujourd'hui. Alors, du coup, quand on parle du développement de l'eau et du développement agricole avec des agriculteurs palestiniens, pour ceux qui lisent l'arabe, vous avez déjà compris, c'est un proverbe palestinien et quand j'ai déjà utilisé cette dia lorsque je faisais des présentations auprès d'agriculteurs palestiniens, ils éclataient tous de rire en disant oui, c'est exactement ça. Donc, ce qui est écrit, c'est nous disons que c'est un taureau et ils nous disent qu'il faut la traire quand même. Et c'est vraiment le développement de l'eau et de l'irrigation pour l'instant en Palestine. Donc, avant de vous quitter, j'aimerais remercier Anaïs Rondier qui a réalisé les 2 dernières cartes que je vous ai montrées et Nelly Leblanc qui a réalisé les autres cartes que je vous ai montrées parce qu'elles ont travaillé avec moi dans le cadre de ce projet. Et j'aimerais remercier l'AFD pour le financement du projet Les Parts communs de l'eau palestinienne qui a permis de générer ces résultats. Voilà. J'ai dépassé le temps de 2 minutes. Je suis désolée. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation très, très riche et très, très détaillée. Alors, Julie, pour commencer, j'aurais aimé revenir éventuellement sur ta 3e carte que tu nous as montrée, sur laquelle tu disais qu'il y avait différents propriétaires terriens et exploitants, à la fois sur le flanc ouest de la Cisjordanie et le flanc est. Tu disais qu'à l'est, on trouvait plutôt les métayers, alors que sur le côté ouest, ce n'était pas du tout la même chose. Comment tu expliques cela? Ce qui s'est passé, c'est que le flanc ouest était beaucoup plus... il y a déjà beaucoup plus de précipitations. Donc, on a une agriculture pluviale déjà qui n'est pas vraiment possible dans la vallée du Jourdain, qui n'est pas possible du tout. Et on avait des villages avec des propriétés, une agriculture, on appelle moucha. Jusqu'en 1860, toute l'agriculture était moucha, c'est-à-dire que c'est de l'agriculture en commun par l'ensemble du village. Donc, c'est devenu, lorsqu'on a privatisé les terres, des micro-propriétés avec des propriétaires exploitants.
alors que du côté de la vallée du Jourdain, c'était surtout des terres de parcours. Et alors, c'était quand on a eu le code ottoman à la fin, dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a voulu privatiser les terres. Quand ils ont voulu privatiser, ben, ça fait d'énormes blocs de propriété. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a des Jérusalémites et des Bethléemites qui ont voulu développer l'irrigation parce que dans la vallée du Jourdain et qui donc ont racheté souvent à vil prix de grandes étendues de terre aux Bédouins qui en avaient reçu la propriété plutôt sous l'Empire ottoman. Et du coup, là, on a eu un phénomène de propriétaires qui habitaient Jérusalem, qui habitaient Bethléem, qui embauchaient ce qu'on appelait un atour à l'époque. C'est quelqu'un qui, lui, allait vivre sur place et qui embauchait des travailleurs saisonniers. Et on ne cultivait qu'en hiver, et puis les travailleurs saisonniers rentraient chez eux durant l'été. Et alors, ils venaient de Jaffa, de partout. Et puis, quand on a eu la guerre de 48, on a eu 700 000 à peu près réfugiés palestiniens qui ont quitté ce qui est devenu Israël. Et beaucoup d'entre eux étaient des gens qui, ben, évidemment, si vous devez quitter votre pays avec votre famille, et vous abandonnez tout, vous allez essayer d'aller dans un endroit où vous croyez que vous allez pouvoir avoir du travail et nourrir votre famille. Et du coup, ceux qui avaient travaillé comme ouvriers saisonniers ont eu tendance à revenir comme réfugiés avec toute leur famille. Et alors, il y a eu une explosion démographique à ce moment-là et tout à coup, une population qui était à demeure, mais qui ne possédait pas de terre. Alors, les arrangements qu'ils ont trouvés avec les propriétaires qui, eux, habitaient très loin, qui était le plus bénéfique pour tout le monde, c'était du métayage. C'est-à-dire, vous allez vous installer sur ma terre à long terme, vous la cultivez, vous me donnez la moitié de la récolte, mais les gens ont poussé des racines, si je puis dire. Ils se sont installés sur plusieurs générations. Et du coup, on a une prédominance du métayage là, dans la vallée du Jourdain, qui n'était pas possible ailleurs en Cisjordanie parce que la terre était déjà occupée, à part des gens qui y habitaient. D'accord. Tu nous parlais aussi des agro-business palestiniens et effectivement, il y en a de plus en plus qui s'installent aujourd'hui pour cultiver les dattes. Ce que j'avais envie de savoir, c'est justement avant de pouvoir s'installer ces agro-business, ils ont quand même besoin d'une autorisation aussi de la part de l'autorité palestinienne. Donc, est-ce que la situation que tu nous décris si bien, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part la faute de l'autorité palestinienne qui fait quelque part mal son travail ou qui a complètement oublié une certaine catégorie de sa population, à savoir les métayers. Et si je ne me trompe pas, en fait, cette catégorisation de métayers, elle n'est même pas présente dans le bureau central de recensement. Oui. Le Palestinian Central Bureau of Statistics, qui est l'INSEE palestinienne, cette catégorie n'existe pas. Donc, je crois que les stratégies agricoles, les stratégies de l'eau élaborées à Ramallah, en fait, sont élaborées sans prendre en compte les métayers parce que ils sont invisibles dans les arguments qui sont pris en considération. On pense aux propriétaires des terres, on pense à générer des devises, à augmenter l'efficience de l'eau, augmenter la productivité de l'agriculture, et on ne pense pas aux métayers qui, en plus, personne n'a conscience. Si vous allez vivre dans la vallée du Jourdain, bien sûr, si vous allez voir qu'il y a si vous connaissez votre voisin, vous allez comprendre la prédominance du métayage. Mais si vous n'habitez que Ramallah, vous n'allez pas savoir. Et en plus, sur le flanc ouest de la Cisjordanie, il n'y a presque pas de métayage. Donc, c'est même une réalité. Si vous venez du flanc ouest de la Cisjordanie, c'est une réalité que vous ne connaissez pas du tout. Donc, c'est ça que, personnellement, je n'aime pas lancer la pierre aux gens parce que je crois, dans toute cette histoire, pour moi, c'est un drame, c'est une tragédie grecque. Parce que les acteurs veulent en général bien faire.
les banques de développement prêtent. Par exemple, pour cette parcelle que je vous ai montrée, ils ont dit, mais si on ne plante pas des palmiers dattiers palestiniens, les colons vont le faire. Et donc, c'était pour aider les Palestiniens que la Banque de développement a fait ça. Et en même temps, elle s'inscrit dans des dynamiques qui vont nuire aux Palestiniens, mais sans le savoir, en fait. Et c'est la même chose, la stratégie de l'eau, la stratégie agricole palestinienne, elle est élaborée de bonne foi. Mais elle n'a pas pris en compte tous les tenants et aboutissants. C'est ça le problème. Oui, et j'aimerais revenir peut-être aussi sur, sur la multiplication des projets pour construire des usines pour traiter des eaux usées. Tu parlais justement du terme anglais qui est socio-technical fix, et tu disais que c'est pas la bonne solution en fait. Alors pourquoi? Pourquoi ce n'est pas la bonne solution et qu'est-ce que tu préconiserais justement pour les Palestiniens? Il faut vivre avec sa planète. Où qu'on soit, quel que soit notre pays, quel que soit notre régime politique, on a une seule planète, il faut qu'on apprenne à vivre avec notre planète. Alors, la raison pour laquelle le dessalement d'eau de mer, pour moi, ça ne peut pas être une solution, c'est qu'on a simplement substitué une vulnérabilité à la variation de la pluviométrie à une vulnérabilité à la variation du prix de l'énergie. Alors là, pour l'instant, Israël a le gaz offshore, hein, il exploite le gaz, et donc ils se disent qu'il n'y a pas de problème pour l'énergie, mais cette réserve finira par, se vider. Et alors, s'il faut importer de l'énergie, Israël deviendra vulnérable face à la variation du prix de l'énergie. Et penser que le prix de l'énergie peut fluctuer, c'est quand même pas une hypothèse invraisemblable. Hein. Et donc, que va-t-il se passer si on n'a plus la capacité de dessaler cette eau de mer? Donc, on est devenu dépendant d'un système qui est très énergivore et en comptant sur le fait qu'on aura toujours de l'énergie à volonté, à bon prix. C'est une hypothèse très, très optimiste. Et ça, c'est simplement un élément. Un autre élément, c'est qu'on endommage la côte énormément parce que quand vous désalinisez de l'eau de mer, vous devez rejeter la saumure. Donc, quand vous rejetez la saumure, vous la rejetez en mer, vous augmentez la salinité de l'eau. Donc, vous allez la rendre en un milieu stérile, en une mer morte à terme. Et comme vous la rejetez jamais trop, trop loin de la côte, c'est la côte qui est normalement la plus poissonneuse qui va être la première affectée. Donc, déjà qu'on n'a pas beaucoup de ressources à Gaza, ça veut dire qu'on va affecter. Bon, les courants marins montent de Gaza vers le nord. Donc, en principe, ils ne vont pas être les premiers affectés. Mais à terme, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est ni fait, enfin, c'est pas quelque chose à faire. Le dessalement d'eau de mer, c'est nous faire croire qu'on peut vivre au-dessus de nos moyens par rapport aux ressources de la planète. Et il faut simplement qu'on accepte de vivre avec les ressources que la planète nous donne, tout simplement. Maintenant, c'est effectivement un gros problème. La pluviométrie va diminuer. Avec le changement climatique, là, la pluviométrie va diminuer. Donc, effectivement, essayer de développer de meilleurs rapports avec meilleure utilisation de l'eau, ça demande réflexion et qu'on s'y colle. Mais dire que les palmiers dattiers vont nous sauver d'affaires, là, on est en plein paradoxe de Jevons, comme on dit. C'est qu'on a dit que ça allait nous permettre une économie et donc on en a fait 10 fois plus, donc on consomme beaucoup plus d'eau qu'avant. Donc on a augmenté la demande en eau au lieu de la diminuer. Donc là, on ne va pas dans la bonne direction. Et surtout que c'est pour faire des dates qu'on exporte. Autrement dit, on va secourir le besoin alimentaire de l'étranger en utilisant de l'eau qu'on pourrait utiliser pour les besoins de l'alimentation locale. Et puis peut-être aussi, derrière toute la situation que tu nous décris, et tu l'as mentionné très brièvement aussi dans ta présentation, il y a peut-être aussi la question juridique. C'est-à-dire, on a ici une espèce de millefeuille de différents cadres légaux. Il y a le Palestinian Water Law, donc à l'échelle nationale, mais à côté, il y a aussi tous ces droits coutumiers. Donc, comment ça s'articule avec... Alors, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les droits historiques, les droits coutumiers sont supposés être reconnus d'après la loi palestinienne, avec le nouveau décret. Et ils sont supposés être reconnus, mais ils n'ont pas été décrits.
Et puis, on a un développement des puits qui assèchent les sources. Donc, le puits qui est foré par l'autorité palestinienne à Ain Samia, il est totalement légal d'après la loi de l'eau palestinienne, mais il se trouve à assécher la source d'Aloja. Donc, même si on reconnaît le droit historique, le droit local qui a été développé pour gérer la source d'Aloja, si elle est tarie, eh bien, il ne sert plus à rien ce droit. Et là, on a une multiplication de ce phénomène-là. Dans toute la vallée d'El-Badan, la source Ain Farah a été tarie, la source Ain Mishke, la source Ain Shibli. C'est un phénomène qui se répète ailleurs en Cisjordanie. Donc, même si vous reconnaissez l'existence des droits coutumiers, en fait, vous vous trouvez à les éteindre si vous avez une loi de l'eau qui permet un développement qui assèche les sources gouvernées par le droit coutumier. Et une petite chose que je devrais ajouter, c'est que la moitié de l'eau consommée, grosso modo, la moitié de l'eau consommée par les grandes municipalités palestiniennes est fournie par Mekorot. Elle est achetée par l'autorité palestinienne de l'eau à Mekorot. Donc, c'est de l'eau qui provient du dessalement d'eau de mer. Donc, une grande partie de l'eau domestique consommée par les Palestiniens provient de ces usines de dessalement d'eau de mer. C'est pour ça que j'ai lié les deux problèmes. Et je te poserai bien une dernière question avant de prendre les questions du public. La situation que tu nous as décrite dans la vallée du Jourdain, dans quelle mesure doit-elle être aussi comprise et contextualisée dans justement le contexte mondialisé de ce qu'on appelle les Global Food Regimes? Disons que tous nos modèles de production agricole globaux, pour l'instant, sont basés sur une idée, c'est qu'il faut augmenter le commerce international de nourriture, de denrées agricoles. Et c'est un modèle très clairement téléologique, je dirais, parce que même le blé, qui est une denrée qui s'échange beaucoup plus facilement que les concombres à l'international, parce qu'elle a un temps de vie, shelf life, comme on dit en anglais, beaucoup plus long. En 2015, la FAO nous dit que sur le 15% de la production mondiale de blé avait été échangée avait été l'objet de commerce international. Donc, il faut accepter le fait que l'essentiel de la nourriture qui est consommée dans un État est produite localement. D'ailleurs, d'un point de vue d'empreinte environnementale, il vaut mieux consommer des produits locaux que des produits de l'autre côté de la planète, de l'autre bout de la planète. Et du coup, d'ailleurs, même dans les nouveaux, quand on regarde le discours de la FAO maintenant sur la nutrition, il y a le nutrition et food security. Donc, le food security, c'est l'idée d'accéder à la nourriture, même si c'est par le commerce international. Mais nutrition, c'est différent. C'est que l'ensemble de la population puisse y accéder, pas seulement l'État, mais toutes les catégories sociales. Or, ce qu'on voit là pour l'instant, ce qui est très inquiétant, c'est dans beaucoup de pays du monde, incluant la Palestine, on a une augmentation de la malnutrition parmi les populations rurales. Parce qu'on a des gens qui étaient des paysans, qui sont maintenant des paysans sans terre. Et ça, c'est un non-sens complet. Si vous êtes une population rurale, en principe, vous avez de quoi jardiner et donner des légumes à vos enfants pour éviter la malnutrition. Mais ce n'est pas le cas. Là, on va dans une direction opposée. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire, puisque ça va un peu dans le sens d'une question qui t'a été adressée par Didier Fagin. Il dit que tu parlais de baisse d'emploi, mais quitte des revenus apportés, il y a aussi un développement de palmiers par des petits et moyens paysans. Oui, et ça, c'est intéressant. On s'est penché là-dessus, justement. On a plusieurs modèles de business plan parmi ces agrobusiness. Il y en a qui produisent l'entièreté eux-mêmes de leur récolte en utilisant simplement du travail saisonnier. Et il y en a d'autres qui vont faire des contrats avec les petits agriculteurs et qui vont faire de l'agriculture sous contrat avec eux. Et donc, ils vont leur faire des formations pour leur montrer comment produire les dattes de bonne qualité parce qu'ils ne leur achètent évidemment. Il y a 3 catégories de qualité de dattes et eux ne vont exporter que les meilleures dattes. Donc, ils n'achètent pas les dattes au même prix. Ils les trient d'abord.
et ils leur donnent des formations et ils achètent leurs dates. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si un petit agriculteur a un dönum c'est un dixième d'hectare ou moins, c'est pas rentable pour lui de faire du palmier dattier. Il vaut mieux pour lui avoir une serre et faire du maraîchage. Donc, ceux qui le feront, ce sont ceux qui ont suffisamment de terre, qui ont accès à suffisamment de terre pour avoir quelques palmiers dattiers, et ça va être un revenu supplémentaire. Ça ne sera pas l'essentiel de leur revenu. Donc, c'est intéressant comme business model, justement, plutôt que de voir les grandes agrobusiness qui produisent toute leur production eux-mêmes. Mais ce n'est pas un revenu... c'est pas le revenu principal alors pour les agriculteurs. Et vu la manière dont la société palestinienne fonctionne, ce qui se passe, c'est que pour avoir les dates de la meilleure qualité qui vont être payées très cher, il faut vraiment faire le traitement au jour précis, de la manière précise. Et il ne faut pas dire, ah ben aujourd'hui, on m'offre 100 shekels pour aller travailler dans la colonie d'à côté, donc je ferai ça demain. Et sinon, la qualité de la date que vous aurez va très vite ça va très vite tomber dans une catégorie inférieure et ça va être, vous allez en tirer moins de revenus. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant justement du point de vue du ministère de l'Agriculture palestinien. C'est là où un ministère peut intervenir. On peut faciliter ce genre de business plan pour permettre une agriculture avec des paysans qui restent dans la vallée. Plutôt que favoriser l'autre type de business plan. Ça, c'est là où un gouvernement peut agir, justement. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, malheureusement. Et il pose aussi deux autres questions que je vais tout simplement lire de suite. Donc, la première, c'est trouve-t-on dans la traduction des 7000 emplois dans l'évolution des statistiques de population? Et la deuxième est, est-ce que tu as les surfaces relatives en agrobusiness et en métayage? Tu peux me répéter. Donc, les surfaces relatives, je vous les ai données. Ça, c'est les hectares de palmiers dattiers. Le diagramme de Sankey que je vous ai montré, c'était que pour l'agriculture palestinienne. Donc, tout ce qui était précédemment cultivé, là, vous pouvez être sûr que c'était du métayage parce que si c'était un agriculteur propriétaire exploitant, alors il aurait probablement, enfin il y en a un petit peu, qui font du palmier dattier, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc ce qui reste, l'essentiel de ce qui reste, c'est du métayage en fait. Donc, mais vous voulez dire pour les terres cultivées qui restent encore pour l'instant en métayage, c'est ça la question? Je ne sais pas, c'était pas très clair. Donc, Didier Fagard, si vous nous écoutez encore, ce serait bien éventuellement de préciser la question et on vous Si ça répondra. vous intéresse, je peux vous envoyer notre publication parce qu'on a chiffré tout ça dans notre publication. Elle est en anglais, mais les chiffres, les chiffres, c'est des chiffres, quoi. Et l'autre question concernait la traduction des 7000 emplois dans l'évolution des statistiques de population. Ah, c'est pas 7000 emplois, là. Non, on parle de livelihood, donc c'est pas l'emploi. C'est-à-dire qu'être un métayer, ça vous permet, en anglais on dit un livelihood, c'est pas un emploi, ça vous permet des moyens de subsistance. Parce que le métayage, c'est toute la famille qui travaille, c'est papa, maman et les enfants après l'école. Ceci dit, tous les enfants allaient à l'école et à l'université. De nombreuses interviews que j'ai faites de métayers dans la vallée du Jourdain, c'est parce que j'allais à l'université de Naja, je rencontrais des étudiants qui me disaient « Ah, venez rencontrer ma famille, mais nous sommes des métayers. » Et donc, quand je dis 7000, ce n'est pas 7000 emplois du tout. C'est 7000 membres de familles de métayers qui pouvaient vivre des moyens de subsistance qui n'existent plus parce qu'on est passé à du palmier dattier avec de l'emploi. Et on a comptabilisé, je peux vous envoyer l'article, on a compté les emplois créés. Donc, on n'a pas, on a considéré donc ces 2 mois par année, mais on a compté le nombre de personnes mois qui étaient générées. Simplement, ça ne donne pas les moyens de subsistance sur une année. Voilà. Et du coup, en comparaison, là, vous avez 7000 personnes, mais là, j'inclus papa, maman, les enfants. Ce n'est pas 7000 emplois. 7000 personnes qui n'ont plus de moyens de subsistance.
Il y a une autre question qui nous vient de Emma Thirou. D'abord, elle dit merci beaucoup pour cette présentation fascinante pour la doctorante en économie des fronts pionniers brésiliens que je suis. Je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ces agrobusiness palestiniens, d'où viennent leurs capitaux, quelles sont leurs tailles, sont-elles diversifiées dans d'autres secteurs que l'agriculture, comment accèdent-elles à la terre, projet de développement avec aide à l'éphytéose ou pas? Alors, ça, c'est une belle question. Alors, si vous voulez nous envoyer votre adresse courriel, puisque vous travaillez sur les fronts pionniers, on a eu un autre article sur les fronts pionniers palestiniens, parce que les fronts pionniers par les eaux usées n'est qu'un type de front pionnier qu'on trouve là. Il y en a d'autres aussi. Donc, je serais heureuse de partager cet article avec vous. Maintenant, les agrobusiness, il y a de plusieurs types. Il y a un monsieur qui s'appelle Sinocrote, qui possède plusieurs de ces agrobusiness, pas seulement dans la vallée du Jourdain, mais ailleurs aussi, dans la vallée d'El Farah, par exemple. Et on a aussi des capitaux, comme par exemple à Jéricho, l'agrobusiness qui fait du palmier dattier à Jéricho, elle a des capitaux qui incluent des fonds c'est des fonds souverains de l'autorité de l'OLP, en fait. Donc, l'argent n'a ni odeur ni couleur. Ils ont aussi d'autres capitaux. Mais on sait qu'il y a du capital, certaines de ces compagnies, c'est du capital de l'OLP. Et puis aussi, pas mal de capital de M. Sinocrote, où là, c'est un individu privé qui possède des agrobusiness. D'ailleurs, M. Sinocrote, ça c'est assez rigolo, possède toute la chaîne de poulets en Cisjordanie. Donc, que ce soit les productions de poussins, les productions de poulets pour la chair, les usines qui font la nourriture à poulet et même la chaîne de supermarchés qui les vend. Il a d'ailleurs le monopole, c'est lui qui a le contrat pour Kentucky Fried Chicken en Cisjordanie. C'est impossible si vous achetez du poulet, à moins d'avoir votre basse-cour derrière votre maison et de tordre le cou à votre propre poule, c'est impossible d'acheter du poulet qui ne soit pas produit par M. Sinocrote en Cisjordanie. Merci beaucoup. Enfin, ce n'est pas lui personnellement, c'est ses employés. Alors, il y a aussi une question de Prix Sauvé qui te remercie aussi pour ta présentation et il aimerait savoir, ou il a une question relative à l'âge des populations qui font face à ces changements que tu as décrits. Je voudrais savoir comment vous voyez l'impact sur la jeunesse de l'industrialisation de l'agriculture. Bah, c'est un bon sujet de recherche si quelqu'un veut s'y mettre. Moi, je n'ai pas mené de recherche directement là-dessus. Ce que je peux voir, c'est qu'on a beaucoup de chômage. Il n'y a pas beaucoup d'emplois comparé au nombre de jeunes qui aimeraient bien avoir un emploi là-bas. Et donc, dans la vallée du Jourdain, les jeunes vont souvent accepter des journées de travail à la colonie voisine, chez n'importe qui. Ils vont travailler à la journée comme ouvriers journaliers. Donc, c'est 80 shekels quand ils travaillent pour une agribusiness palestinienne pour la journée, 100 shekels quand ils travaillent pour un colon en général. C'est à peu près 20 € la journée. Donc, c'est pas très bien payé. Les jeunes étudient beaucoup en Palestine. Ils vont souvent faire des diplômes même par correspondance. Dans la vallée du Jourdain, j'en ai rencontré beaucoup qui faisaient des diplômes par correspondance. Donc, on a une population très diplômée. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'emplois. Donc, mais ça, c'est vraiment un sujet à creuser. Je n'ai pas personnellement, je peux seulement émettre des hypothèses. Je n'ai pas creusé ça dans mes recherches, mais c'est un sujet important. Merci Julie. Une autre question qui nous vient de Maxime Pinault. Il demande, est-ce qu'il y a assez de précipitations pour envisager des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales à petite et grande échelle? Dans l'essentiel de la vallée du Jourdain, non. Quand vous commencez à arriver tout à fait au nord, là, vous avez un petit peu de possibilité parce que vous avez de plus en plus de précipitations lorsque vous montez vers le nord.
Mais vous avez quoi, 20 millimètres par année autour de Jéricho? Là, c'est... non, à part l'irrigation. D'ailleurs, toute l'agriculture autour de Jéricho, c'était à partir des sources. Très bien. Une autre question de Livia Perosino. Elle aimerait savoir si les agences d'aide au développement poussent aussi pour la cultivation de produits à haute valeur ajoutée et si oui, lesquels sont les plus présents dans le secteur agricole palestinien. Ben, quand vous remontez dans la vallée d'Al-Fara, c'est les cornichons. Donc, vous faites des concombres qui se prêtent bien à devenir des cornichons et qui sont exportés. Vous avez les palmiers dattiers dans la vallée du Jourdain. La FAO a introduit des goyaves qui peuvent être exportés. Donc ça, et puis, il y a des avocats aussi. Donc, avocats, goyaves, cornichons, enfin, cornichons, c'est des concombres, hein, mais qui se prêtent à devenir des cornichons, et palmiers dattiers. À ma connaissance, ce sont euh, les grandes espèces qui sont promues pour l'exportation. Il y a une variété locale qui s'appelle Yactine, qui est en anglais on dit bottle gourd. Je ne sais pas comment le dire en français. La traduction que je trouve dans le dictionnaire, c'est citrouille, mais ça ne ressemble pas du tout à une citrouille. Qui est très prisée là-bas, qui est une spécialité du village d'El Jalamé, dans le nord de la vallée du Jourdain. C'est pas la vallée du Jourdain, c'est dans le nord de la Cisjordanie. Et ça, c'est bien exporté, mais vers Israël, parce que c'est très apprécié de la population arabe israélienne. Très bien. Il y a une autre question de la part de Laurent Dianou. Elle aimerait savoir le prix de l'eau vendue aux Palestiniens et aux Israéliens. Donc l'eau qui vient des usines de dessalement et qui demande effectivement pour être produite beaucoup d'électricité. Alors, l'eau du dessalement, elle n'est pas vendue directement pour l'agriculture, hein. L'eau du dessalement, elle est vendue comme eau domestique. Et après, ce sont les eaux usées qui se retrouvent à être utilisées dans l'agriculture. Alors, pour l'eau domestique que paient les Palestiniens, alors les Israéliens, je ne sais pas combien ils paient leur eau, je suis désolée, je n'ai aucune idée. Pourtant, quand j'étais à Jérusalem, je payais ma facture d'eau, donc je devrais savoir, j'étais à Jérusalem, je devais la payer aux Israéliens, ma facture d'eau domestique, et je devrais la retrouver, mais bon. Par contre, pour l'eau domestique, pour les Palestiniens, ça va varier d'une municipalité à l'autre. Parce que si, par exemple, à Jéricho, l'eau domestique, elle vient de la source, donc elle ne coûte pas du tout cher à produire. Il n'y a pas de frais de pompage particulier. Alors que si vous êtes à Ramallah et qu'il faut acheter une grande partie à Mekorot et qu'une autre partie, vous la pompez, alors ça veut dire que ça va coûter plus cher. Donc, on n'a pas le même prix de l'eau domestique d'une municipalité à l'autre. Parce que ce sont toujours les municipalités qui ont la main. Et ça, c'est en contradiction avec la loi de l'eau palestinienne, hein. Mais ce sont toujours les municipalités qui ont la main pour gérer l'eau et déterminer le prix de l'eau. Donc, ça va varier. Maintenant, pour l'eau agricole, quand vous achetez d'un puits agricole, si vous êtes du côté sur le flanc ouest, vous pouvez avoir de l'eau à 1 euro le mètre cube. Mais si vous faites partie d'un régime de propriété communautaire à partir d'une source comme celle de El Oja, eh ben, elle est gratuite, l'eau. Vous avez le droit à l'eau. Vous devez entretenir les canaux, mais vous ne payez pas pour l'eau. Et l'eau peut aller jusque, quand vous l'achetez à un propriétaire de puits qui exagère un peu, vous pouvez l'acheter jusqu'à 4 shekels le mètre cube l'eau. Mais souvent, quand je dis shekels par mètre cube, c'est un calcul que nous, on fait. Ce n'est pas le calcul de l'agriculteur. L'agriculteur va acheter 1 heure d'eau. Il ne va pas acheter 1 mètre cube d'eau. Merci beaucoup, Julie. Je voudrais rebondir là-dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la présentation et jusqu'à maintenant dans la discussion. Mais lorsqu'en fait les eaux usées sont traitées, ils sont souvent considérés ensuite comme une nouvelle source qu'on peut redistribuer, hein. Donc, on change finalement les trajectoires aussi. Donc, j'aimerais beaucoup que tu reviennes sur cela parce que ça me semble aussi un point important à évoquer. C'est tragique, ça fait partie de la tragédie grecque. Allez dire que quand vous traitez de l'eau usée, vous créez une nouvelle ressource.
C'est un non-sens. Rien ne se crée, rien ne se perd. Cette eau usée, qu'elle a été traitée ou pas, tant mieux si elle est traitée. N'importe qui traite des eaux usées pour les rendre de bonne qualité est mon ami. Hein. Mais que vous les ayez traitées ou pas, elles suivaient une trajectoire. Si maintenant vous allez les réutiliser dans l'agriculture, c'est que vous changez cette trajectoire A en une trajectoire B. Et si vous voulez évaluer si votre choix de l'acheminer dans la trajectoire B est un bon choix globalement, il faut comparer avec ce qui se passait lorsqu'elle suivait la trajectoire A. Alors, si le long de la trajectoire A, cette eau rechargeait des sources, si elle rechargeait des puits qui étaient utilisés pour de l'eau domestique ou pour de l'eau agricole, eh bien, vous êtes en train de déposséder des utilisateurs en acheminant cette eau usée traitée vers l'irrigation. Et prétendre que vous créez une nouvelle ressource, c'est rendre cette dépossession invisible. Donc, c'est un discours qui est d'une violence extraordinaire. Et tu parlais de recharge. Est-ce que tu as connaissance de projets peut-être de recharge d'aquifères à partir de l'eau usée traitée en Palestine ou ça ne se fait pas encore? Pour l'instant, toute l'eau usée traitée à El Biré est simplement relâchée dans l'environnement. Donc, par la force des choses, comme rien ne se perd, rien ne se crée, elle va quelque part. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de tentative de l'acheminer vers une zone de recharge d'une source qui aurait été tarie, par exemple. Pour moi, ça serait une très bonne idée de le faire pour essayer de compenser le tort qui a été fait aux agriculteurs lorsqu'on a foré des puits qui ont tari leurs sources. Ça pourrait être un très beau projet. Et je remarque que des scientifiques de l'université de Birzeit ont fait dès 2005, avaient publié en 2005 une étude de la vallée d'El Farah où ils demandaient déjà en 2005 cette solution-là pour résoudre ce qu'ils voyaient comme, à l'époque, les sources commençaient à se tarir et ils demandaient que cette eau usée, que les eaux usées traitées soient acheminées vers les zones de recharge des sources. Donc, ça a été demandé par des chercheurs palestiniens qui ont fait un travail très sérieux dès 2005, mais ils n'ont pas encore été entendus. Je ne dis pas encore parce que je vais être optimiste. Il y a aussi une question de Jean-Marc Hébréard qui voudrait savoir sur les 7000 emplois évincés, est-ce que ces personnes-là ont quitté leur terre et la vallée du Jourdain et est-ce qu'on sait où ils sont partis? Bon, déjà, je tiens à répéter que ce n'est pas 6 000 emplois, 7 000 emplois. Hein, c'est 7 000 personnes dont les moyens de subsistance ont disparu. Alors, non, ça sera un très bon sujet de recherche. J'ai des hypothèses, mais je ne peux pas vous dire. Donc, moi, une hypothèse, ce serait que les hommes en particulier, entre une partie d'entre eux, seront probablement allés travailler en Israël avec ou sans permis de travail, parce qu'il y a un boom de la construction en Israël qui se repose largement sur des ouvriers palestiniens avec ou sans permis. Donc, une partie des hommes a probablement rejoint les chantiers de construction en Israël et reviennent probablement pour la saison de récolte, 2 mois par année. C'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'on voit quand même un développement de l'agriculture dans la vallée d'El Farah, un développement qui n'est pas du tout durable, mais de l'agriculture palestinienne dans la vallée d'El Farah. Et là, on a des métayers itinérants qui remontent la vallée au fur et à mesure que c'est le temps de la récolte des concombres, justement, qui vont devenir des cornichons. Et si c'est le cas, alors si vraiment ces familles-là sont des familles qui autrefois étaient des métayers dans la vallée du Jourdain, qui maintenant sont des familles itinérantes dans la vallée d'El Farah, alors on a une grosse dégradation des conditions de vie des métayers, parce que les enfants de ces familles itinérantes ne vont pas à l'école. Et ça, c'est nouveau. Une des grandes réussites des Palestiniens, c'est que la totalité de leurs enfants allaient à l'école, des filles comme des garçons. Et c'est vraiment nouveau de voir l'apparition d'une catégorie sociale qui n'envoie pas ses enfants à l'école. Et la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont itinérants et comme ils bougent régulièrement, alors ils disent on ne peut pas envoyer nos enfants à l'école. Mais ça, c'est une bombe à retardement pour l'avenir, d'avoir une génération qui ne va pas à l'école. Absolument. Mais ça, ce sont des hypothèses. Si quelqu'un est intéressé à faire une thèse de doctorat là-dessus, il faut me contacter. Hein. Une question encore de Laurent Dianou
Elle voudrait savoir quel est l'avenir du marché de ces dates par rapport aux concurrents, notamment les dates iraniennes et celles de l'Afrique du Sud. Et je profite aussi de cette question pour répondre à Claire Millot qui nous avait demandé si l'Iran n'est pas producteur de dates Medjool non plus. Alors, je ne suis pas spécialiste de dates, mais je crois en Iran, l'espèce cultivée est la date Masafati, donc c'est pas tout à fait la même. Elle est aussi mielleuse, mais peut-être même plus que les Medjool. Donc c'est pas tout à fait la même variété. Donc je te laisse répondre à Laurent Dianou. Je ne suis pas spécialiste des dates dans le monde, hein. Moi, je suis arrivée dans les palmiers dattiers palestiniens parce que je travaillais sur l'eau, hein. Donc là, vous en savez plus que moi, très clairement. L'avenir, ben, je ne sais pas, mais je suis très contente si d'autres pays produisent des dates de très bonne qualité, si possible des dates Medjool, parce que pour l'instant, la demande économique est très, très forte. Pour l'instant, c'est très rentable. Et c'est pour ça que ces agro-business investissent dans le palmier dattier Medjool. Tant que la demande se maintiendra, eh bien, les entreprises essaieront de mettre plus de dates sur le marché. Eh bien, la question pour gagner les millions, je te l'ai gardée jusqu'à la fin. Elle nous vient de Khaled Amrani et il voudrait savoir quelle solution faut-il envisager? Quelle solution faut-il envisager? Ben, je crois que traiter les eaux usées, c'est une bonne chose, hein. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on nettoie les eaux usées. Maintenant, les acheminer uniquement vers l'agriculture de produits de haute valeur ajoutée destinés à l'exportation, ça, c'est une chose à revoir. Il me semble qu'il serait important, c'est de demander leur avis aux gens qui sont déjà là et qui cultivent déjà, parce qu'ils ont souvent une très bonne analyse de leur propre situation. Et souvent, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est du maraîchage. Et ils ont des méthodes, par exemple, des tunnels en plastique qui sont bon marché, qui peuvent les aider à produire des produits d'avant-saison avec du goutte à goutte, etc. Et moi, ce que je crois, c'est qu'on devrait en tout cas utiliser les eaux usées traitées en priorité pour recharger les sources qui sont maintenant taries. Ceci, pas seulement pour l'agriculture, hein, mais aussi pour la biodiversité. Parce qu'on a un changement climatique qui arrive de manière assez rapide et les espèces ont tendance à essayer de monter en altitude pour trouver des températures auxquelles elles peuvent résister. Et ça, c'est vrai pour les espèces végétales et c'est vrai pour les espèces animales. Or, ce qu'on avait, toutes ces sources qui sont taries, c'est toujours le long de vallées qui sont souvent très escarpées. Et ça s'appelle des couloirs écologiques. En fait, c'est des corridors écologiques. Et donc, si ces sources coulent à nouveau, non seulement on a un paysanat qui peut vivre à nouveau, non seulement on a une économie locale et une nutrition, une alimentation locale qui peut être régénérée, mais on a aussi une biodiversité qui peut avoir une chance. Parce qu'alors, on restaure des corridors écologiques qui permettront aux espèces de remonter à des altitudes plus élevées pour faire face au changement climatique. Donc, pour moi, ça, ce serait une solution à explorer. Mais pour moi, ce qui est super important, c'est de demander aux gens localement quelles sont leurs priorités. Et ça, pour l'instant, on ne le fait pas. Merci beaucoup, Julie, pour cette réponse, qui sera aussi le mot de la fin. Merci beaucoup à toi pour cette présentation très, très, très riche, très détaillée. Et je pense qu'on a eu vraiment de très belles questions aussi pour approfondir ce sujet. Bon, je pense qu'on pourrait encore continuer, mais le temps est là, il est presque 20 heures. Tu nous as fait vraiment un grand honneur pour inaugurer en quelque sorte aussi ce projet qui est le projet Orient et dans lequel s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, donc qui a pour vocation effectivement de traiter la question de la gestion et la gouvernance des ressources hydriques dans le monde arabe. Donc merci beaucoup à toi d'avoir en quelque sorte nous livré le cours magistral
En quelque sorte aussi la carte à suivre pour les années à venir, puisqu'il y a effectivement beaucoup de pistes à creuser et à approfondir. Oui. On l'a vu encore ce soir. Donc, merci aussi au public de nous avoir été fidèles encore une fois. On peut vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, cette fois-ci avec Hasni Abidi, sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, selon Joe Biden. Quel rôle pour l'Europe? D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. Ceux qui nous ont envoyé leur adresse mail parce qu'ils voudront aller plus loin dans leurs recherches, je les ai bien notées. Sachez-le, on va revenir vers vous très rapidement. Je voudrais te remercier de m'avoir invité et merci à tous d'être venus. Et je suis désolée qu'on n'ait pas pu vraiment, enfin, je vous ai même pas vu dans les yeux, quoi. Et si vous avez des questions, ou si mes réponses ne vous ont pas satisfaites, s'il vous plaît, demandez mon adresse courriel à Isabelle. Tu peux la partager, mon adresse courriel. Je serai heureuse de continuer la discussion avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous écrire à contact@carep-paris.org et je transmettrai ensuite les adresses des uns et des autres à Julie pour continuer la discussion. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.